Mademoiselle, messieurs, bonjour. Nous sommes maintenant quasiment à 1 an et 4 mois des présidentielles. Progressivement, les candidats se déclarent un à un. Aujourd'hui, on a sûrement l'un des plus jeunes. Il s'appelle Alexis Trouillas. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous avez créé le mouvement Émergence. Vous vous lancez dans ces présidentielles aujourd'hui. Pour vous, quelle est la motivation principale qui est la vôtre ? C'est la France, c'est les Français, c'est leur souffrance. C'est une situation qui est dramatique. Je suis le témoin, et beaucoup de Français le sont également, d'un désastre, d'un délabrement, d'une dislocation de notre pays. Quand on a un minimum conscience de ce que c'est que la France, de ce que ressentent les Français, quelles que soient leurs conditions, de leur désespoir, jusqu'à se suicider. On parle de l'économie qui a été peut-être sacrifiée pour la vie, mais en réalité ce n'est pas vrai. Dans l'équation, derrière l'économie, il y a de la vie. Il y a des espoirs, il y a des projets, il y a des sacrifices, des gens qui donnent tout. Je pense bien sûr à nos restaurateurs. Et devant cette ambiance de guerre, ce désastre, je me dis qu'il faut que je m'engage. Donc, je ne vois pas dans le paysage actuel des gens qui m'enthousiasment suffisamment, des gens en qui j'ai suffisamment confiance pour les suivre. J'étais suffisamment déçu par le passé. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est porter des valeurs, porter des idées, porter une vision, porter des solutions, les incarner, et puis, après, nous verrons. Alors, si je comprends bien, c'est toute l'acrimonie que vous avez aujourd'hui contre ce gouvernement qui vous a finalement poussé des ailes et qui vous a poussé finalement à vous présenter aujourd'hui. Alors, en toute sincérité, j'ai traversé, comme beaucoup de Français, une phase d'amertume, de colère. Et j'ai sombré, parce que je crois qu'on sombre à ce moment-là, dans une forme d'obscurité, parce qu'on perd aussi son sens du jugement. Et j'ai pensé monter quelque part un mouvement vraiment de résistance et d'opposition acerbe, comme on le voit souvent dans le paysage politique. Et puis, je me suis rendu compte que la meilleure opposition, la meilleure force d'opposition, c'est une force de proposition. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne s'y trompe pas. Nous sommes pour. Alors c'est vrai que vous avez quand même baigné dans un milieu politique, ce qui vous donne à la fois légitimité et crédibilité quelque part. Votre père était conseiller d'un des présidents. Oui, il était proche d'un des présidents. Il a été commissaire au plan. À l'époque, il y avait un plan. Maintenant, ça revient à la mode. Et il a effectivement été dans les arcanes de la politique. Il m'a transmis l'amour de la France et il m'a partagé aussi ce qui se passait dans les coulisses, ce qui se tractait, quelles étaient les motivations. Et il m'a donné le goût de la politique. Alors quand on est si jeune, s'immiscer comme ça dans un milieu véritablement aussi pourri que celui de la politique, ça vous fait pas peur ? Si. Chaque fois qu'il y a un défi, il y a une peur derrière. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix parce que la situation actuelle est trop grave. Et je crois que si, comme les Français le croient, le milieu de la politique est un peu trop pourri, c'est peut-être parce que des gens qui ne le sont pas, qui n'ont peut-être pas fait ce chemin de compromis, voire de compromission, eh bien, que ces gens-là ne s'impliquent pas assez. Et donc, il faut faire partie de ces gens-là. Et il faut avoir, comme dirait ma grand-mère, la cuirasse dure quand même pour se lancer dans ce milieu-là. Vous l'avez, vous, suffisamment ? Vous avez pu le tester par ailleurs ? Oui, j'ai eu des expériences politiques, des déceptions, des trahisons, des amertumes, des moments même d'abattement quand on se sent que la cause qu'on a défendue en fait est battue en brèche par des égos, par des intérêts personnels. Ça fait mal. Quand on est un peu porté par un idéal, ça ébranle et puis ça fait un peu le cuir. Et puis là maintenant, eh bien, je rentre dans l'arène politique et je m'expose à des gens qui vont effectivement me faire le cuir. C'est partie du jeu. Alors, première étape, et non des moindres, ce sont les fameuses 500 signatures. Oui. C'est le Graal, finalement, pour se présenter et être dans l'arène, justement, politique, parce que pour l'instant, vous ne l'êtes pas vraiment. Oui. Ces 500 signatures, comment allez-vous faire pour les avoir ? C'est un double processus, à la fois d'enracinement, d'ancrage, de rencontre sur le terrain, ce que j'ai commencé à faire, à la rencontre de maires, d'abord en Normandie, puis après dans le cadre de mon pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai profité chaque fois que je passais dans un village de cette rencontre avec un maire, et c'était très instructif. Et à chaque fois on m'a dit, c'est intéressant,
ça me plaît même, mais il faut que tu fasses ta percée médiatique. Donc ça va être un double mouvement dans les prochaines semaines, prochains mois, à la fois d'élever vers le haut de sphère médiatique, c'est un début ici, et puis en même temps d'enracinement pour que, un peu comme un arbre qui est le symbole de notre mouvement, il y ait ce double mouvement de vie, tout simplement. Le mouvement émergence, oui. C'est ça, avec les racines et effectivement les fruits de l'arbre. Oui, l'idée c'est que un arbre, c'est un double mouvement d'enracinement, donc d'humilité, d'ancrage dans le terrain, parce que si on ne fait que s'élever, un peu comme une fusée qui largue au fur et à mesure les étages, eh bien, on n'est plus en prise avec la réalité. Et c'est ce que les Français dénoncent, c'est ce que les Français ressentent. Ce sont ces élévations comme ça des personnes qui sont portées par l'ego, par les lambris de la République, par les jeux des médias, qui en fait conduisent des personnes qui sont déconnectées de la réalité et qui produisent des effets néfastes. Donc, essayer de toujours rester enraciné tout en s'élevant. Alexis Trouillat, j'ai encore 2-3 questions avant de passer vraiment au fond de cette interview. Technique, je dirais. D'abord, financièrement, on fait comment pour se présenter comme ça au présidentiel, à brûle-pourpoint, du jour au lendemain? On s'engage d'abord financièrement, personnellement. J'ai essayé de ne pas m'endetter parce que je n'aime pas l'asservissement que ça produit. Et puis ensuite, il y a des personnes qui font confiance, qui contribuent, mais pas seulement avec de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, où on croit que c'est l'argent la solution de tout, eh bien, comme le disait Delattre Tassini, il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc, il y a des personnes qui arrivent, qui apportent ce qu'ils ont, ils apportent leur savoir, leurs compétences, leur enthousiasme, leur envie. Et ça, c'est une richesse encore plus grande que l'argent. Alors, une deuxième question qui va un peu de pair, je dirais. Aucun des candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle ne sort de nulle part. Vous, c'est un peu votre cas. Vous vous appuyez sur aucun parti. Vous ne légitimez par personne. Comment peut-on finalement espérer arriver au sommet sans avoir derrière soi une force majeure qui vous soutienne? Alors, j'ai déjà des forces, j'ai déjà des personnes qui me soutiennent. Mais individuellement, il n'y a pas de courant politique. Non, c'est vrai. Et peut-être qu'un jour, il viendra le moment de joindre un autre courant, que le courant que j'essaie d'incarner et qui maintenant eh bien, rassemble un certain nombre de personnes, peut-être que ce courant-là va rejoindre un autre courant et que les causes vont converger et puis que finalement l'intérêt de la France sera tenu. Mais pour l'instant, j'ai tenu à essayer, un peu comme le font finalement les artistes aujourd'hui. Je pense par exemple à Angèle. Elle a percé sur les réseaux sociaux, elle a démontré son talent, elle a montré sa justesse, elle a fait avec humilité, elle s'est inscrite, elle a chanté des chansons qui étaient d'abord des reprises, puis après elle a porté sa pierre, et puis elle s'est fait reconnaître, elle a gagné ses galons, elle s'est fait reconnaître par ses pairs, etc. Et quelque part, c'est dans l'esprit actuellement. C'est profondément démocratique de faire comme ça. C'est-à-dire que je ne passe pas par le verrouillage d'autres personnes qui vont vouloir me mettre à genoux, me compromettre, me faire accepter des choses que je ne voudrais pas, dont je serais honteux par la suite et qui finalement me contraindraient à accepter l'inacceptable. Et donc c'est profondément démocratique et je pense que ça permettrait d'apporter quelque chose de neuf, de sincère. Sur votre ligne politique majeure, vous situez comment? Alors, on ne peut plus parler maintenant de gauche ni de droite, même si vous avez quand même le cœur à gauche, quoi, visiblement, et le vote plutôt au centre. Hein, jusqu'à présent, c'était votre cas? Oui, je me suis reconnu dans l'humanité de Jean-Louis Borloo. J'ai ressenti chez lui une sincérité et il a donné les preuves de cette sincérité-là. Il m'a animé, j'ai été porté par l'enthousiasme, l'énergie de Nicolas Sarkozy. J'ai été impressionné, éclairé par la finesse, l'intelligence d'Emmanuel Macron. Il y a des personnes comme ça qui m'inspirent. Il y a Général de Gaulle qui est une source d'inspiration inépuisable. Le courage dont il a fait preuve, dans le contexte actuel, je m'en inspire beaucoup. Sa démarche folle, je m'en inspire beaucoup et pourtant elle était juste. Mais j'ai des propositions qui sont neuves et qui sont en adéquation avec la situation actuelle. Donc ce sont plus finalement les hommes qui vous inspirent plus que les mouvements qu'ils représentent. Oui, c'est très dangereux, je crois, de s'enfermer dans des idéologies. Parce que le général de Gaulle le disait bien, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et ce que je reproche au gaullisme, c'est finalement de vouloir singer une attitude qui était bonne et vraie à un moment, qui n'est plus forcément aujourd'hui. Le général de Gaulle peut-être ne se comporterait pas du tout de la même façon aujourd'hui. Donc je préfère être fidèle à des principes, inspiré par des hommes, et ensuite être comme un médecin qui ausculte, qui examine le malade France, qui a un sale état. Le pronostic vital est engagé selon moi, je ne suis pas seul à le dire, et être à l'écoute et essayer d'apporter des solutions, trouver des remèdes. Alors, la politique, c'est un art, celui de gouverner. Vous allez avoir, vous, déjà prévu une gouvernance autour de vous?
Alors, ce n'est pas l'heure pour l'instant de trouver des personnes pour incarner ça. Vous avez quand même une équipe de campagne. Hein, oui, c'est vrai, des gens enthousiastes. Là, qui est présente ici dans les studios. Oui, je voulais qu'elle soit là aussi pour sentir que, en fait, ce que je dis, les mots que je prononce, ce sont les leurs. Parce que nous avons beaucoup bossé en amont, ensemble, sur le projet. J'ai ma vision. J'ai des idées, j'ai réfléchi en profondeur sur le plan philosophique, mais après, je dessine le contour d'un projet, mais après c'est eux qui apportent énormément, et je veux que ce projet soit participatif. Les grands projets, le projet d'Emmanuel Macron au départ, il était participatif, il a fait une grande marche, et c'est ça qui a enthousiasmé les Français. Je veux procéder de la même façon, mais ma vision elle est singulière. Les contours du projet, ils sont singuliers. Alors concernant, je veux dire, les grandes questions qui se posent aujourd'hui, par exemple, pour prendre celle-ci, la laïcité. La laïcité, c'est avant tout la liberté de conscience. Vous vous situez comment par rapport à tout cela ? C'est un sujet qui est vraiment au centre de ma préoccupation, notre démarche. Parce que la laïcité pose un problème de deux façons. D'abord parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Pour certains, c'est le rejet des religions. Au départ, on pense que ce qui est laïque, c'est le contraire de ce qui est sacré ou ce qui est religieux. Pour d'autres, la laïcité, c'est au contraire créer un espace pour que toutes les religions puissent dialoguer entre elles et que cet environnement, cet espace soit apaisé. Donc déjà, la confusion, à mon avis, est source finalement de tensions et de malentendus, et donc au final d'injustice et de troubles. Et puis, ce que j'apporte de neuf, je crois, ce que j'ose faire dans cette campagne, c'est dire que le fait d'avoir laïcisé notre pays, la République, la France est une République indivisible et laïque, ça c'est le premier article de notre Constitution, eh bien en fait on s'est détourné de la sagesse, du discernement que nous permettait d'avoir les écoles de la vie, ou les écoles de l'amour, ou les écoles d'une forme d'harmonie avec soi-même et le monde, que sont les religions selon moi. Parce que bien sûr, nous avons vu, elles ont fait des spectacles terribles de dérive, de corruption. Je ne vais pas les désigner, on le sait bien, et les Français l'ont encore en mémoire, mais c'est aussi une source précieuse d'enseignement et de sagesse. Et ça fait défaut beaucoup à nos hommes politiques. C'est une source précieuse de principes. Et donc, voilà, nous venons là pour ramener un peu un souffle spirituel et dire que la laïcité apporte ces deux défauts-là. Alors vous qui êtes d'obédience maintenant plutôt musulmane, il faut le dire aux téléspectateurs, pour vous quand même la France est la fille aînée de l'Église malgré tout ? Alors je vais corriger là-dessus, si vous le permettez, parce que ma singularité c'est que j'ai parcouru un chemin spirituel. J'ai voulu avoir une éducation spirituelle, comprendre pour diverses raisons, d'abord ce qui se passait en moi, dans mon esprit, ce qui se passait dans le monde. Il y a des règles physiques, gravitation, etc., mais il y a des règles métaphysiques. Et je suis passé par un chemin spirituel. J'ai commencé par le bouddhisme. Ce qui m'a plu dans le bouddhisme, dans un esprit de Descartes, c'est que le Bouddha disait « Ne croyez pas en ce que je dis parce que je le dis, parce que je suis le Bouddha, mais éprouvez ce que je dis. » Marteler le fait d'en sortir, la substantifique moelle, expérimentez-le pour voir à quel point c'est vrai. Voilà. Ça m'a plu, parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne suivent pas les religions parce qu'ils n'ont pas envie de suivre aveuglément, faire confiance. J'ai beaucoup appris. Ça vous a plu, mais ce n'était pas suffisant, donc vous en êtes sorti. C'est-à-dire qu'il y a des écueils dans chaque chemin spirituel. Moi, j'en ai tiré énormément, et en fait, j'en suis pas sorti. Je suis profondément bouddhiste dans ma façon d'appréhender le monde, et ça m'a vraiment nourri. Ensuite, et c'était une révélation que je vais faire, j'ai voulu comprendre mon pays. Et j'ai compris intuitivement que finalement notre République, elle a été bâtie par les francs-maçons. C'est vrai à ce point que notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, est une devise maçonnique. Le siècle des Lumières et tout ça. Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de ça. Bien sûr. Et donc, pour comprendre mon pays, pour comprendre la politique, j'ai voulu comprendre ce qu'était la franc-maçonnerie. Donc, j'ai été initié en maçonnerie. Je suis allé jusqu'au grade de maître pour comprendre vraiment. Et après, il y a des choses qui me déplaisaient là-dedans. Là, par contre, je pense que d'un point de vue politique, compte tenu du contexte, il va falloir en parler librement, avec bienveillance, dans l'intérêt même des francs-maçons. Et j'en suis sorti. Et puis, ensuite... Comme quoi on peut en sortir. Comme quoi on peut en sortir. Oui, on dit que la maçonnerie n'est pas une secte parce qu'on y entre difficilement. Il y a des critères bien précis. Il faut faire preuve d'une forme de probité. Après, chaque loge, chaque obédience a ses
critères. Et puis, effectivement, on peut en sortir facilement, alors que les sectes, on dit que c'est l'inverse. Voilà, on rentre facilement, mais on en sort difficilement. Et puis, pour répondre par rapport à l'islam, j'ai voulu vraiment rentrer au cœur de la problématique de l'islam. C'est-à-dire que je crois qu'une religion, c'est un peu comme un sport. D'ailleurs, on parle bien de pratiquer une religion. On ne comprend pas ce que c'est que le tennis, vraiment, si on ne fait qu'étudier les règles du tournoi de Roland-Garros, dans son coin. Donc vous avez lu le Coran de A à Z. Je suis surtout, en fait, rentré dans la pratique. Je suis rentré au cœur. J'ai fréquenté des musulmans. J'ai fait le jeûne du Ramadan. J'ai étudié certaines sourates en allant dans chaque mot. J'ai essayé de méditer. Et j'ai vécu ce que c'est qu'être musulman. Et j'ai vécu ce que c'est que la fraternité, par exemple. J'ai pris une leçon de fraternité. Moi, Français, qui le vois écrit sur tous les frontons de mairie, j'ai vécu là, à un moment durant le Ramadan où je vois quelqu'un dans les yeux qui ne me connaît pas. Je dis ma démarche. Il m'offre le repas comme ça. J'ai reçu une preuve de fraternité ce jour-là. Une bienveillance dans toutes les religions, chez les chrétiens aussi, non ? Bien vous n'avez pas parlé justement de la question que je vous posais, là, sur la fille aînée de l'Église. Ah oui, bien sûr. France. Vous sentez quand même malgré tout chrétien, parce que vous évoquez toutes les religions ou toutes les philosophies, mais pas la chrétienté. Vous la rejetez ? Alors, j'ai, comme beaucoup de Français, rejeté la religion chrétienne, parce qu'il faut le dire, la loi de 1905 a été un rejet en tout cas, l'Église catholique romaine en tant que puissance politico-religieuse et puissance éducatrice. Donc moi j'ai été éduqué, et mon père y a tenu, dans un giron laïque, voire un peu laïcard. Et au début, il a fallu que je me réconcilie avec le christianisme, et justement, le bouddhisme m'a permis d'avoir un autre regard sur le christianisme, de comprendre la pertinence et de rentrer dans le génie du christianisme. Et aujourd'hui, je suis catéchumène, c'est-à-dire que je suis dans une démarche où je suis accompagné, où je ne lis pas dans mon coin, parce qu'il faut être initié dans une religion. Et donc, je fais ça pour à la fois comprendre mon pays, parce que la France a été profondément chrétienne, comprendre les Français, parce que je crois que lorsqu'on se présente à des responsabilités politiques, à quel que soit le niveau, il faut comprendre son peuple. Et je veux comprendre les Français, et donc quelle que soit leur origine, j'ai voulu vraiment rentrer dans le cœur de ce qu'ils sont au profond d'eux-mêmes. Il nous reste une dizaine de minutes, mais on va rentrer vraiment dans le cœur du réacteur, celui de votre programme aujourd'hui. Donc il y a 6 points majeurs. Le premier, c'est l'unité et l'apaisement. Oui. Alors, vous dites qu'il ne faut pas mettre le feu aux poudres, là, aujourd'hui. Donc vous avez une posture en tant que telle pour cela. Vous défendez, en fait, cette façon-là de voir les choses ? Oui, c'est précieux parce que, en fait, pour qu'une démocratie soit saine, il faut, à mon avis, qu'il y ait un socle d'unité, il faut qu'il y ait un socle de fraternité, ou au moins un socle d'amitié. C'est-à-dire que si, dès que quelqu'un a un avis différent du vôtre, il devient votre ennemi, eh bien là, il y a les germes d'une dislocation du pays. C'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. On n'est plus capable, semble-t-il, d'avoir des opinions divergentes sans se réunir à un moment donné. Et ce que m'ont enseigné les religions, c'est qu'une communauté ne se décrète pas. C'est à travers des rites, à travers des moments de rencontre, à travers des moments de partage réels, effectifs, sensibles, qu'on crée un sens d'unité. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus, par exemple, le service militaire, qui était un rite très très fort d'union. Il n'y a plus toutes les institutions qui nous permettaient en fait de nous unir, alors que la démocratie, à un moment, c'est quand même une lutte. Donc, je dis que pour que notre démocratie soit saine et que nous retrouvions aussi un sens d'efficacité et que la France redevienne un pays gagnant, un peu comme l'équipe de France, il faut qu'il y ait un profond sens de collectif, un esprit de corps. Aimé Jacquet et son disciple après, Didier Deschamps, qui ont fait gagner la France. 98, 2018, ils vous le diront. La base, la clé de la réussite, ça a été la cohésion du groupe. Et moi, je veux rétablir cette cohésion. Derrière la cohésion, il y a aussi une notion, j'imagine, d'identité que vous revendiquez. L'identité de la France, qui aujourd'hui s'est complètement volatilisée, oui. Perdue en quelque sorte. Oui. Nous ne savons plus vraiment d'où nous venons. Est-ce que l'histoire de France commence en 1789, comme certains le prétendent ? Moi, je prétends le contraire. Elle remonte à bien avant. Pourquoi sommes-nous ensemble ? Et puis pourquoi faire ? Et en gestion des entreprises, j'ai à cœur de ne pas dire management. Je pense que avant de produire en France, ce serait bien de reproduire des expressions françaises. Commencer juste par là, se réapproprier notre langue. C'est une parenthèse que je ferme. Non, mais c'est important, parce que oui. C'est vrai que, notamment pour les jeunes, aujourd'hui, il faut savoir que les mots MOTS deviennent des mots MAUX. Il y a vraiment une... Donc, la force de la langue française doit être maintenue aujourd'hui, coûte que coûte. Encore plus aujourd'hui. Parce que, historiquement, si la langue française a été une langue diplomatique, c'est parce qu'il y avait un génie dans cette langue
de précision, d'exactitude. Un philosophe dont j'oublie le nom disait que c'était une langue de notaire. Et que c'est justement, on s'en servait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de flou. Hein. On dit quand il y a un flou, il y a un loup. Et donc là, ça évitait justement des conflits diplomatiques. Et justement, une langue française qui est précise, qui est rigoureuse, elle permet de cultiver un sens de justesse qui évite de glisser dans l'injustice. Il y a un lien profond. Si on ne s'entend pas sur les termes, assez rapidement, on peut sombrer dans une cacophonie et une discorde et un malentendu. Donc c'est très important de maintenir ça. Alors, en vous écoutant là depuis religieusement, je dirais maintenant une vingtaine de minutes, j'espère du reste que le public va être extrêmement réceptif à tout ce que vous dites là. C'est vrai qu'on se rend compte que vous êtes souverainiste dans l'âme. Aujourd'hui, on parlait, il n'y a plus de courant politique quasiment, mais il y a deux visions des choses, une vision très mondialiste et puis une vision un peu populiste et souverainiste. Vous situez carrément dans cette vision souverainiste. Je me méfie de tous les ismes et les istes. C'est toujours une forme d'exagération et d'excès. En tout cas, je suis profondément pour la souveraineté, retrouver une souveraineté, parce qu'il n'y a pas de liberté sans souveraineté. Nous sommes profondément attachés à la notion de liberté. Par exemple, économiquement, si nous perdons nos secteurs stratégiques, le nucléaire, le militaire, eh bien, nous allons perdre notre liberté. Parce que l'aéronautique, également. L'hôtellerie, le tourisme et la voiture. On en avait 5 secteurs très très forts. Il ne nous en reste que 2 aujourd'hui. Oui. Et 5, c'était déjà pas beaucoup. Oui. Et en fait, il ne faut pas se leurrer. Les pacifistes ne sont pas en phase avec la réalité. Il faut être pacifique, mais ne pas oublier que nous avons des ennemis. Il y a des gens pour qui la France est une erreur, voire une horreur, qui veulent l'éliminer. Il y en a qui, maintenant, à l'état actuel des choses, détestent la France et donc veulent l'attaquer. Donc si nous ne sommes pas forts, nous ne pourrons pas nous défendre contre ça et préserver un style de vie qui se désagrège un peu, mais en tout cas, il y a quand même des fondamentaux que nous voulons préserver. Ça, je crois qu'il faut ne pas être bisounours à ce niveau-là. Pardon d'utiliser une expression triviale, mais c'est assez clair, je pense. Et puis, récupérer aussi une souveraineté au niveau financier. Parce que le fait que nous nous endettions, et là c'est très grave ce qui se passe, François Asselineau par exemple en parle beaucoup, le fait que le niveau d'endettement augmente va nous rendre très attaquables par des personnes comme Soros qui ont fait leurs preuves. Hein, lorsqu'un pays est fragilisé, très endetté, boum, on l'attaque. Il y a des gens qui n'ont aucun scrupule. Aucun scrupule. Et si ça se traduit par des gens qui dépriment, qui terminent dans la misère, l'argent prime. Donc il ne faut pas oublier que nous sommes exposés à des gens qui n'ont pas de scrupules et qui ont envie aussi de faire l'argent sur notre dos. Donc retrouver une souveraineté, c'est très important. Ça, donc vous condamnez très fermement Macron à ce niveau-là, sachant que l'endettement, c'est ce qu'on pourrait appeler l'arme des lâches. En tout cas, c'est ce que disent ses opposants aujourd'hui. Oui. C'est votre sentiment ? À ce niveau-là, et c'est là où moi je vais apporter une perspective un peu spirituelle, ce que m'ont enseigné les religions, par exemple, les juifs, cultivent l'idée de ne jamais s'endetter. Parce qu'ils ont compris très rapidement que tout endettement pervertit la liberté. On s'asservit celui qui est notre créancier. C'est profond. Pas seulement au niveau monétaire, mais aussi psychologique. Et donc, ils cultivent, et c'est très étonnant, moi j'ai fréquenté des synagogues, non, tu ne t'endetteras pas. Eh bien, nous qui sommes aussi quand même une culture judéo-chrétienne, cette sagesse-là, si nous l'avions en nous, si nous l'avions gardé, si nous n'avions pas perdu de vue que l'endettement c'est un asservissement, nous aurions bien vu que ça rentre en contradiction avec notre principe fondamental de liberté. Donc c'est très important à mon avis de ne pas perdre de vue ça. Alors dernier axe, vous reviendrez ici sur le plateau en temps et en heure pour tout ce qui est économique, politique au sens propre du terme. Mais là, dernier axe, c'est quand même parmi les 6, c'est les médias. Vous voulez réformer un peu ces médias. Oui, je pense que notre démocratie est malade parce que la presse, parce que les médias ne se comportent plus en vue de l'intérêt général. Bien sûr, là, je généralise, moi, à mon tour. Il y a des personnes qui se comportent très bien, qui sont éthiques. Mais en fait, l'accélération du rythme des choses fait que les journalistes ne peuvent plus faire leur métier correctement. Quelque chose qui m'a choqué, un ami qui rentrait dans un grand journal que je tairais parce que je veux traiter les problèmes, attaquer les problèmes et pas les personnes ou les entités, sinon on se perd après dans des batailles d'ego, m'a dit, moi j'ai appris en rentrant dans ce journal qu'il fallait cliver. Comment voulez-vous que notre société ait un sens d'unité si le 4e pouvoir, en plus du législatif, judiciaire, exécutif, donc le médiatique, a pour mission, en tout cas pense qu'il faut cliver le pays. Voyez-vous ? Et donc, je crois qu'il y a des croyances comme ça qu'il va falloir questionner et vraiment voir de fond en comble comment pratiquer l'exercice journalistique.
Alors là, vous êtes sur François aujourd'hui, où vous avez lancé en quelque sorte votre campagne médiatique. François, qui va devenir demain le 4e pouvoir. J'espère. Voilà. Et pourquoi François aujourd'hui ? Je trouve que François est un peu à l'image de la France. J'ai étudié l'histoire de François. C'est un média de résistance durant la guerre. C'est un média qui a connu une heure de gloire, comme la France, et puis qui a peu à peu traversé des moments difficiles et qui est en train de renaître, peut-être de ses cendres. Et la France, je crois, va renaître. En tout cas, moi, je veux concourir à cette renaissance et je trouve que les fondamentaux sur lesquels vous voulez renaître et repartir sont très bons. L'indépendance, la sincérité, un souci de vérité. Je crois que ce sont des très bons fondamentaux. Parmi les soucis de vérité, peut-être cette dernière question. Si vous aviez véritablement un rêve aujourd'hui, ce serait lequel pour vous ? Mon rêve, c'est que les Français retrouvent le chemin de la joie. Vraiment le chemin du respect mutuel. N'en pas parlé, mais une des conditions essentielles, c'est qu'il y a un sens de respect qui revienne, non pas de la tolérance, non pas supporter l'autre en partant du principe qu'il est nuisible ou qu'il est un peu gênant, et donc faire avec. Non, vraiment dans un sens de respect, c'est-à-dire qu'est-ce que la différence de l'autre peut m'apporter ? Qu'est-ce que son point de vue peut me dire de la chose que moi je regarde de mon côté ? En quoi est-ce qu'il peut m'enrichir par finalement son opposition ? Comment je peux rester ami ? Parce que pour moi, je considère qu'être ami, en tout cas être fraternel, c'est le rester malgré les divergences d'opinion. Donc j'aimerais que nous cultivions cette valeur-là, que nous devenions un pays du respect. On arrive au terme de cette émission, peut-être la toute dernière question, en me regardant droit dans les yeux. C'est le défi de la vérité. Est-ce qu'un jour, vous serez, vous, Alexis Trouillas, président de la République ? Ce n'est pas à moi de le dire, c'est l'histoire qui va le dire. Moi, je suis déterminé dans ma démarche, parce que je sais que chaque pas dans cette démarche est positif pour la France, parce que j'ai des choses à dire qui, à mon avis, vont faire du bien. Mais après, nous verrons où ça nous conduira. Inch'Allah, diriez-vous ? Oui, ou s'il plaît à Dieu, comme on dit tout simplement en français. Merci infiniment d'être venu sur cette émission. J'invite bien sûr les très nombreux téléspectateurs qui sont venus nous regarder et nous suivre aujourd'hui, que je remercie bien sûr au passage, de venir donner bien sûr leur point de vue sur Alexis Trouillas, sur son mouvement Émergence et sur cette émission en règle générale. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.